Bonjour, bienvenue sur cet épisode de Sage-Femme Authentique. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir deux femmes qui travaillent à la Ligue des Familles, Anne-Sophie et Chloé, qui sont venues parler d'une exposition qui est en train de se mettre en place autour de la question du postpartum. Et vous savez à quel point c'est des questions qui sont importantes à développer, à faire connaître, à démystifier, donc tous les sens de ce podcast. Et donc elles vont pouvoir parler justement de la genèse de cette exposition, de qu'est-ce que ça représente, parce que la Ligue des Familles a vraiment mené toute une campagne autour du postpartum. Et je pense que cette exposition, elle va vraiment gagner à être connue, à être visitée et à faire du bruit autour pour parler justement de cette période si compliquée du postpartum. Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. Bonjour Chloé, bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui, d'être venue, de vous être déplacée à la maison de naissance pour qu'on puisse enregistrer cet épisode ensemble. Je crois que c'est vraiment essentiel qu'on discute de ce sujet qui est heureusement un peu moins tabou, je trouve, ces dernières années, qu'est la question du postpartum. Mais je crois que vous êtes beaucoup à l'initiative de ce mouvement, en tout cas en Belgique, parce que même au salon, vous êtes venue avec votre caravane du postpartum il y a 2 ans. Et ça avait eu beaucoup de succès. Donc j'aimerais bien que vous me parliez un petit peu de... peut-être déjà de qu'est-ce que c'est que la Ligue des Familles. Parce que moi, je sais ce que c'est, mais il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est. Est-ce que vous savez m'expliquer un petit peu ? Alors, la Ligue des Familles, c'est une grosse structure qui a quand même plus de 100 ans déjà. Hein. Ah oui, ça Ouais. je savais pas. On vient de passer les 100 ans, il y a 1 an ou 2, je pense. Et donc, c'est vrai beaucoup de gens savent ce qu'elle fait, mais on ne sait pas trop. Enfin, on la connaissent, on en a déjà entendu parler, mais sans bien savoir ce qu'elle fait. Alors, pour résumer, je dirais qu'il y a tout un pôle qui est un pôle de recherche politique et d'action politique. Donc c'est vraiment rédiger des analyses, se pencher sur l'actualité, faire du lobby auprès des politiques et dans la foulée mener des actions aussi avec les citoyens pour faire avancer les débats que la Ligue des Familles choisit de faire avancer. Il y a un deuxième pôle qui est de la communication et donc on a 2 revues qui sont le Ligueur et Mon Bébé qui sont très appréciées par les parents. Et donc là, c'est tout un beau service, quoi, le Ligueur qui y travaille. Et puis, alors, on a tout un 3e pôle qui est les services et avantages aux membres de la Ligue des Familles. Donc voilà, quand on est membre de la Ligue des Familles, on a accès aux revues, on soutient toute l'action politique et puis on a aussi quelques avantages financiers et puis voilà, par-ci par-là. Oui. Ça je connais bien, parce que j'utilise bien ma petite carte de la Ligue des Familles. Donc, Voilà. Ok, très bien. Et alors, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette initiative d'aller vers cette exposition ? C'est quoi la genèse en fait ? Comment est-ce que ça a été créé ? Mais donc, comme l'a dit Anne-Sophie, la Ligue des Familles, elle est assez tentaculaire et donc on a plein de choses qui se mettent en place, dont une campagne annuelle. Et la campagne annuelle de 2022 portait sur le postpartum. Et donc, il y a eu un sondage qui a été réalisé et on a vu qu'il y avait une grande émulation sur le sujet. Et parmi les différentes choses que propose la Ligue des Familles, on a aussi un département animation et intégration sociale, mouvement dans lequel Anne-Sophie et moi travaillons. Et donc on est parti avec ce projet-là dans l'idée de créer quelque chose qui pourrait être visibilisé sur du long terme pour continuer à faire vivre cette campagne de 2022. Vu l'intérêt et l'engouement qu'il y avait auprès du public.
Voilà. C'était le postpartum n'est pas tabou, parlez-en autour de vous. C'est bien voilà, ça, hein? tout à Ça, fait. c'était le slogan de la campagne. Et puis donc, pour en venir à cette expo, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a organisé toute une série de rencontres auxquelles les parents venaient témoigner. On en a fait une dizaine en Fédération Wallonie-Bruxelles. On a rencontré une grosse centaine de parents qui étaient heureux ou en tout cas intéressés de venir nous raconter leur vécu. Et puis à partir de là, on leur a proposé d'aller plus loin et de continuer l'aventure en créant des collectifs pour pouvoir ensemble créer une exposition. Et donc, Les rencontres étaient créées à l'initiative pour pouvoir créer l'exposition ou en fait ça on avait cette idée en tête et puis on a vu que les parents répondaient et étaient partants, quoi. Ouais. Donc il y a eu une synergie de notre côté et de la part des parents et c'est comme ça que les choses se sont créées. Et puis ça nous permettait surtout d'avoir du contenu sur... on a pour idée de faire une exposition sur le postpartum, mais vers quoi va se concrétiser le contenu de cette expo. On avait besoin du vécu des parents et d'entendre leur histoire pour savoir qu'est-ce qu'ils ont envie de valoriser, qu'est-ce qu'ils ont envie de visibilité sur cette aventure qu'est le postpartum. Donc c'était vraiment aussi pour que ça parte de l'expérience réelle de ce qu'avaient pu traverser les couples, les femmes, les hommes dans cette période si transcendante, difficile, du postpartum finalement. Tout à fait. Et de là, on a aussi identifié 3 grands axes que comporte le postpartum. C'est en entendant l'histoire et le vécu des parents qu'on s'est dit, en fait, il y a 3 grands axes qui sont en train de se dessiner. À la fois le physique, ce qui se passe dans son corps, mais aussi le psychologique et tout un axe et un volet socio-politique. Et donc on s'est dit, c'est vrai que le postpartum, il transcende toutes ces faces-là. Et donc c'est ce qui nous a permis de créer l'ADN de l'expo avec ces axes-là. Oui. Et sur ces 3 sujets-là, les parents venaient et nous disaient, en fait... ce qu'on a vécu là qui était dur, on veut le partager parce qu'on veut l'éviter à d'autres parents, quoi. On a vraiment ce souci que ça se passe autrement pour d'autres. C'est l'envie de bienveillance aussi envers les futurs parents qui allaient aussi traverser potentiellement ce moment difficile. Ouais, ça en fait quand même une exposition très citoyenne, quelque chose qui va vraiment être là pour éclairer, donner du sens, démystifier, mais aussi... de la compréhension finalement parfois pour les proches et puis parfois pour les gens qui se rendent finalement même plus compte de qu'est-ce que ça représente que cette partie toujours quand même un peu tabou, même si un petit peu plus mis en lumière ces dernières années. Mais du coup, cette exposition, vous l'avez créée juste vous et ses parents ou il y a eu d'autres membres, d'autres choses qui sont venues alimenter justement ou peut-être vous guider, vous aider dans l'élaboration de cette exposition? Mais donc, comme tu l'as dit, il y a eu la caravane qui a un peu sillonné les routes de Wallonie et Bruxelles en fonction des opportunités qu'on avait. Donc, de nouveau, on rencontrait à la fois le réseau périnatal qui se crée autour du parent, le village, les parents, les professionnels. Et donc, nous, ça nous permettait à chaque fois d'emmagasiner plein de connaissances, à la fois... des connaissances vraiment plutôt scientifiques avec des échanges avec les professionnels, mais surtout des échanges concrets et réels de ce que vivent les parents. Et moi, ce qui m'a personnellement surprise, et à la fois pas tellement, c'est le besoin de se rassembler, le besoin d'avoir un écho dans l'histoire de l'autre et d'entendre moi aussi. Vraiment la force du moi aussi, un écho quelque part qui résonne. C'est vrai qu'on est dans une société profondément individualiste et pourtant il y a un désir, il y a un besoin profond de se rassembler, de faire communauté. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment surprise et parfois pas tant que ça, mais ça m'a interpellée en tout cas de voir que les parents disaient, on imagine qu'il y a plein de choses qui existent, mais c'est pas assez représenté. Et donc, quand je me suis retrouvée en postpartum et parfois dans une détresse, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Et voilà pourquoi je veux aussi m'engager dans la construction de cette expo. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs chemins vers lesquels on est allé pour pouvoir avoir ce contenu. Parfait. Vous avez aussi eu des partenaires associatifs qui vous ont un peu accompagné, aidé, donné des pistes
parce que je sais que vous avez travaillé avec notamment l'Union professionnelle des sages-femmes belges, dont je fais aussi partie et via laquelle je vous ai rencontré déjà plusieurs fois, la plateforme citoyenne pour une naissance respectée, mais je crois que vous avez travaillé quand même avec beaucoup d'autres mondes. Ça vous a apporté quoi justement de travailler avec ces associations, ces personnes qui étaient là en plus de finalement ce qui devient un peu quand même votre expertise au fur et à mesure des années, et puis la parole des parents. Ça vous a guidé sur quel point? Des échanges de points de vue. Je pense à des discussions qu'on a eues avec la plateforme citoyenne pour une naissance respectée. C'était vraiment de réfléchir à au fond, est-ce qu'on peut faire un lien direct entre la manière dont se vit l'accouchement et la manière dont se vit le postpartum? On pourrait se dire que oui, d'office, si on vit mal son accouchement, on vit mal son postpartum et inversement, mais le lien, c'est pas aussi court que ça, tu le sais bien. Donc, oui, carrément. Échanger là-dessus, savoir ce qui était vraiment avéré, justifié, prouvé scientifiquement, c'était vraiment intéressant de ne pas s'arrêter à des raccourcis, quoi. Voilà, par exemple. Oui, parce qu'on peut facilement en faire dans tous les sens. Oui. Et si on se base là-dessus, alors c'est comme tout, c'est des légendes urbaines, c'est des mots qui se baladent, c'est des histoires qu'on entend, mais finalement pas basées sur quelque chose de vraiment concret. Voilà, et alors l'UPSFB, c'était aussi important pour nous qu'elle puisse valider les contenus, enfin, qu'on puisse dire, nous, voilà ce qu'on raconte, on l'a pas sucé de notre pouce. Certes, ce sont les expériences des parents et donc elles ont toutes leurs valeurs, mais des petites anecdotes qui concernent les objets du postpartum, etc., ce qu'on raconte est juste, quoi. Voilà. Donc juste avoir l'aval des professionnels qui gravitent autour de ses parents aussi. Oui. D'accord, parfait. Et la plus-value aussi, je trouve, de s'entourer aussi de professionnels de terrain, c'est aussi de comprendre que certes le postpartum c'est une expérience qui est partagée par de nombreux parents, de nombreuses femmes, mais c'est une expérience qui est profondément unique. Et je me souviens d'un échange marquant avec une sage-femme qui travaillait auprès des femmes en demande d'asile, et le retour d'expérience était complètement différent d'une sage-femme qui travaille à l'ONE par exemple, ou dans un hôpital plus classique. Et c'était de voir que cette sage-femme-là, elle nous disait, moi je m'inquiète des mamans qui viennent d'accoucher et demain elles savent pas, elles ont un ventre césarisé et elles savent pas où elles vont dormir demain, où elles habitent au 10e étage sans ascenseur avec une fratrie de 4 et elles vivent aussi le postpartum. Et donc c'était vraiment de voir la pluralité des expériences et des histoires au regard d'une expérience qui est assez unique mais tellement spécifique à chaque histoire de vie. Et en ça, c'était assez nourrissant pour nous de voir qu'il y a plusieurs filtres, il y a plusieurs manières d'expérimenter cette période de vie. Ok. Dans l'élaboration de votre exposition, donc basée sur, à la base, vraiment les expériences que les personnes ont accepté de vous partager, et aussi de ceux qui ont accepté de participer finalement à l'élaboration. Vous avez quand même eu l'aide d'une scénographe, c'est bien ça, pour oui. mettre en place l'exposition. Qu'est-ce que ça a apporté quelque chose en plus, une plus-value, c'est quoi exactement? C'est-à-dire que créer une expo, c'est quelque chose qu'aucune de nous n'avait fait dans le passé, et donc à un moment donné on s'est dit, très bien, on a ce super projet, mais comment on s'y prend? Donc on a eu, avant l'aide de la scénographe, on a eu celle du musée de la vie wallonne, pour vraiment une expertise sur les grandes étapes, quoi. Allez, il faut commencer par ça, puis on va vers ça, etc. Bien baliser le plan de travail. Et puis la scénographe, elle est venue mettre un petit peu toutes nos idées en musique et en harmonie, en fait. Parce que c'est vrai qu'on avait des idées vraiment concrètes, mais parfois elles n'étaient pas réalistes, parfois elles étaient un petit peu farfelues, et les rediscuter avec elle. Et puis alors, parfois on venait avec un contenu qu'on voulait partager, mais on ne savait pas encore comment, et puis c'est elle qui venait avec des propositions. Et donc ça a été un jeu de ping-pong hyper chouette, en fait, à réaliser avec elle. Ouais, c'est comme avoir un chef d'orchestre qui va nous aider à mettre en place la musique, la pièce de musique qu'on va pouvoir écouter. Donc cette exposition, ça s'appelle « Que du bonheur ?» point d'interrogation. C'est l'expo sur l'après-naissance sans tabou. Donc vous restez avec
l'idée justement que c'est important justement d'en parler, et puis que très souvent on pense que c'est que merveilleux, que beau, c'est un peu l'image qu'on nous transmet, et qu'en réalité ce qu'il y a en dessous est peut-être pas si verni et brillant que ça, C'est et plus qu'on a nuancé. besoin. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça nous paraissait aussi important de ne pas mettre le mot postpartum dans le titre parce que très souvent c'est un mot qui porte beaucoup à confusion et les gens disent ah mais non moi j'ai pas eu de postpartum mais c'est en fait la confusion qui se crée autour de la dépression du postpartum et donc voilà ça nous paraissait important de mettre l'après-naissance quelque chose d'assez accessible et plus vulgarisé auprès du grand public parce que c'est une expo qui se destine quand même pour le plus grand nombre, les professionnels, les parents, les futurs parents et Leur entourage. Et leur entourage. Et donc voilà. Donc vous m'avez expliqué aussi que cette exposition, elle va être sur 5 espaces différents, c'est bien ça? Donc quand on traverse l'exposition, on traverse 5 espaces thématiques différents, c'est ça. Ok. Et voilà, ça commence par quel espace? Eh ben, le premier, c'est le postpartum, une expérience à la fois unique et à la fois très partagée. Ouais, donc c'est faire le lien avec effectivement l'expérience personnelle, mais finalement qu'est-ce que tout le monde dans la réalité traverse. Voilà, c'est ça. Et puis c'est redire à quel point un postpartum n'est pas l'autre, et il y a plein de facteurs qu'on n'a pas toujours dans les mains. Enfin, il y a plein de choses, d'éléments qu'on n'a pas dans les mains qui viennent teinter notre postpartum en fait. Ok. Et le deuxième espace, c'est le postpartum se vit dans tout son corps. Donc là, c'était plus pour parler justement un peu des tabous qui sont autour de qu'est-ce qui se passe réellement physiquement dans le corps, dans les difficultés, parfois dans la douleur, clairement dans le sang, malheureusement, hein, c'est comme ça. Les femmes saignent dans leur postpartum. Donc c'était l'envie peut-être de donner de manière concrète aussi ce qui se passe pour ceux qui ne savent pas, parce que je crois qu'il y a une partie de l'humanité qui ne sait pas vraiment ce qui se passe. Oui, c'est ça. Donc et puis c'est donc montrer, donner à voir et inviter à porter un regard bienveillant aussi sur ce corps en postpartum et rappeler que voilà, ça prend du temps quoi, pour que ce corps passe à l'étape suivante en fait. Il ne revient pas tout à fait en arrière, mais il continue à évoluer, mais ça prend du temps. C'est important de lui laisser le temps et qu'on le regarde avec bienveillance. C'était un peu ça. Et de visibiliser tous les maux physiques qu'on peut avoir en postpartum, les low she's, le ventre césarisé, les kilos qui sont là. Et comme dit Anne-Sophie, d'avoir un regard bienveillant. Et on a beaucoup été inspirés par le livre de Ilana Weisman, Ceci est notre postpartum, qui justement visibilise à un moment donné dans un de ses chapitres tout ce qu'on peut traverser dans le corps. Et quelque part, l'invisibiliser, c'est le rendre tabou. Et donc visibiliser ce corps en postpartum, c'est aussi un acte politique. Et donc nous, c'était ce focus-là qui nous intéressait d'avoir, de se dire, en fait, montrer une femme qui a encore, qui a ses kilos post-naissance, c'est aussi être politique quoi. C'est militant tout ça, c'est important, voilà. Ouais, tout à fait. Surtout que moi j'aime bien rappeler qu'il y a des choses quand même dans le corps, parce que dans notre société souvent c'est le bébé est sorti, c'est bon, c'est ok, on peut recommencer, enfin voilà, on peut pas recommencer de faire un bébé, mais je veux dire on peut refonctionner comme si de rien n'était. Alors que dans la réalité c'est pas le cas, et puis c'est pas bienveillant envers le corps des femmes qui après vont elles-mêmes en subir les conséquences en fait. Parce que moi je leur explique quand même régulièrement que tu te sens peut-être bien, mais qu'en fait, tu risques plus de descente d'organes quand tu viens d'accoucher parce que tu as un utérus qui est lourd et puis qui va peser en fait sur ton périnée qui s'est donné. C'est cette plaie placentaire, je leur dis souvent, en fait, tu as une grande plaie dans ton ventre, on la voit pas, mais si tu l'avais sur ta cuisse, tu prendrais soin de toi. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que chez les femmes, on n'a pas de chance, c'est que beaucoup de choses sont à l'intérieur, c'est invisibilisé quand même physiquement, et que c'est important finalement de redonner du sens. Souvent, quand je dis ça aux femmes toutes seules, elles acquiescent, elles disent rien. Quand je parle de ça en postpartum et puis que les papas sont là, ils sont toutes oui, ils entendent et ils sont en mode « Ah ouais, c'est important, je vais t'apporter, je vais... Ça change aussi, ça change aussi la manière dont ils voient les choses, parce qu'ils se disent juste... Moi, j'ai aidé, j'ai suppléé pendant quelques mois, semaines, là, à la fin, quand elles en peuvent plus, etc., les femmes. Mais par contre, là, maintenant, il n'y a plus de bébé dans son ventre, donc c'est bon, elle peut reprendre ses tâches, quoi.
pas vraiment. Quoi. Ouais, Donc, c'est ça. c'est important. Je Ouais. crois que cette partie sur le corps, c'est vraiment essentiel. On ne peut pas passer à côté. Bah non, clairement. Mm. Et une autre chose à côté de laquelle on ne peut pas passer, clairement, c'est le troisième espace, parce que c'est le postpartum se vit dans tout son être. J'imagine que vous allez vraiment parler de ce bouleversement, de cette matrescence, de qu'est-ce que vous vouliez justement mettre en lumière avec cet espace-là. En tout cas, quand on a rencontré les collectifs et donc les parents, ce qui marquait le plus leur histoire, c'était pas tant l'accouchement, mais c'était vraiment le bouleversement, notamment au niveau identitaire, de passer de femme à maman, d'homme à papa, et voilà, de couple conjugal à couple parental, et donc tous ces bouleversements qui se jouent au niveau émotionnel, et toute la période aussi d'isolement, et à la fois, une phrase que j'ai énormément entendue, c'est on est entouré mais on se sent profondément seul, et ça a été partagé par de nombreux parents. Et donc oui, l'idée c'était vraiment de visibiliser tout ce qui se joue au niveau émotionnel, mais aussi les choses qui sont aussi tabous, comme la dépression du postpartum, la phobie d'impulsion, les fausses couches, voilà, tout ce qui entoure en fait cette période-là au niveau émotionnel, au niveau psychologique, et qui a le deuil aussi périnatal, qui a aussi une marque et qui laisse sa trace dans l'histoire du postpartum des parents. Ok. C'est essentiel justement de mettre des mots. Puis moi, j'ai hâte de voir votre exposition en fait, pour voir aussi comment est-ce que vous l'avez mis en image, enfin voilà, comment est-ce que ça s'est concrétisé, parce que dans les dires, voilà, on comprend. Alors qu'est-ce que vous avez mis, ça va être très 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 intéressant. Le quatrième espace, c'est le postpartum se vit dans son rapport aux autres. Ouais. Pour vous, c'était quoi que vous aviez envie de faire remonter avec cet espace-là? Je vais répondre en répondant à ton interrogation là, de qu'est-ce qu'on va trouver dans cette expo. À cet endroit-là, on a mis un tourniquet avec toute une série de cartes postales qu'on peut piocher avec des idées concrètes de ce que l'entourage peut apporter aux parents. Plus que des doudous et des cadeaux, des services et du temps. Enfin, ça c'est quelque chose qu'on avait envie de partager. Donc ça c'est le genre de choses, voilà, créer sa propre liste de naissance. Alors c'est pas nous qui l'avons inventé, mais on a trouvé que le mettre en valeur comme ça, c'est quelque part, c'est démocratiser cette idée-là, quoi, la rendre plus accessible, parce que c'est pas toujours simple en fait pour les parents de demander des services. Et donc là, on essaie de donner un coup de pouce à cette idée-là, que les visiteurs et l'entourage qui viennent visiter se disent ah oui, au fond, apparemment, ça c'est quand même intéressant pour les parents, on le ferait bien. Et parce que c'est difficile de demander des services, et les parents nous ont dit en fait, il faudrait qu'on n'ait pas besoin de les demander, il faudrait que ça vienne tout seul, idéalement, dans le meilleur des mondes. Et donc voilà, c'est participer un peu à cette idée-là. Un autre exemple, c'est la carte interactive de la région. Donc la première étape de l'expo sera à Liège, et là on invite tous les parents à venir partager leurs pépites d'endroits faciles à vivre, baby-friendly, quand on est avec son jeune bébé, quoi. Donc ils viennent nous dire... Voilà, ici j'ai bénéficié de ça, ici c'est facile parce que voilà, l'accès poussette, ici on me sert un verre d'eau quand je dois allaiter, enfin des petits trucs comme ça. Je sais pas si tu as d'autres exemples pour cet espace-là. C'est bien parce qu'on doit vraiment changer la manière dont on accueille les nouveaux... de la manière dont on soutient les parents dans l'arrivée d'un nouveau bébé. Parce que justement, on a cette image et cette croyance qu'on a besoin d'offrir quelque chose de physique, de quelque chose qui va soi-disant rester. Je crois qu'à un moment donné aussi, il y a un peu la course de je vais offrir un doudou, et peut-être que ça va être le doudou que va choisir l'enfant, etc. Enfin, voilà. Mais alors, les parents se retrouvent avec beaucoup de choses dont ils n'ont pas forcément besoin, ils sont encombrés finalement par ce qu'on leur donne, alors que l'essentiel, c'est vraiment le lien humain, le soutien, tout ce village qui peut être autour, mais qui va les soutenir, les porter dans cette période où ils sont fatigués, ils sont chamboulés dans leur identité, etc. Et où ils ont vraiment besoin de bienveillance et d'entourage, mais vraiment
un peu comme pour le bébé où on dit qu'il a besoin d'être contenu, d'être soutenu, etc. Ouais. En réalité, les nouveaux parents ont exactement le même besoin, pas forcément physique, bien que avoir un câlin, ça doit faire énormément de bien, mais on va dire que au niveau de ce qu'ils ressentent de leur entourage, ils ont vraiment besoin de ce soutien-là. Et c'est surtout que, justement, par rapport à l'espace précédent sur les bouleversements émotionnels identitaires, c'est envoyer aussi un message fort aux parents en lui disant « Je te vois, je vois ton enfant, enfin je vois ton bébé qui vient de naître, mais je te vois surtout toi ». Et ça, c'est aussi ce dont les parents, en tout cas qu'on a rencontrés, qui nous témoignaient. Ils nous témoignaient de ce besoin d'être vus, d'être entendus, et donc de prendre le temps de valoriser de manière immatérielle finalement cela. Ça permet quand même de montrer aux parents qui vient d'accomplir quelque chose de grand. Il a traversé toute la grossesse, enfin, la maman a traversé toute la grossesse, le couple a traversé plein de changements, et donc c'est aussi valoriser ça par en fait c'est toi que je veux valoriser, parce qu'on dit souvent qu'un parent qui va bien, c'est aussi plein de bonnes suites aussi pour l'accompagnement avec le bébé. Oui, et dans cet espace et dans cette idée de bien accompagner les parents, on a aussi relevé que sans le vouloir, il y a plein de paroles qui sont maladroites aussi auprès des parents, et donc les parents reçoivent finalement beaucoup d'injonctions qui ne sont pas toujours faciles à vivre, et ça on a voulu le représenter aussi, et ça se passe par l'audio dans l'expo. Donc, il y a un endroit là où on peut se rendre compte de ce qui est à faire ou à ne pas faire. Le dernier espace, c'était le postpartum se vit dans son rapport au monde. J'imagine que là c'est plus un engagement un peu militant, en tout cas que c'est plus pour parler justement de comment est-ce que ça se passe évidemment ailleurs, mais aussi peut-être de la réalité de ce qu'on a ici au niveau politique, sociétal. Qu'est-ce qui est plus développé dans cette partie-ci? Donc dans cette partie-ci, on aura une carte du monde justement qui valorise les différentes pratiques ailleurs, comme tu le dis. Et on aura également une nano-manifestation. Et donc c'est une manifestation à micro-échelle pour visibiliser les messages que les parents ont envie d'avoir pour manifester, mais aussi d'autres groupes, notamment les sages-femmes. Quelles sont les revendications des sages-femmes, les revendications de la Ligue des familles, évidemment. Et donc, c'est vraiment ancrer le postpartum dans un paysage plus large que sa localité de base dans laquelle l'expo aura lieu, à savoir Liège, pour la première édition. Voilà. Oui, on y fait aussi un petit retour en arrière avec une ligne du temps et la manière dont le postpartum a été ou non soutenu au fil du temps, avec des dates clés. Comme ça. Ah, chouette. Ouais. Donc cette exposition, là, vous avez dit plusieurs fois que voilà, ça va être à Liège, ça va commencer par Liège, donc c'est parce que elle va être itinérante en fait, c'est ça. Ouais. Donc, c'est une exposition qui va voyager au fur et à mesure des mois, pendant quoi, 3 ans, c'est bien ça? Oui. Ouais. Et alors, j'imagine qu'on peut aller la voir avec son bébé, avec son enfant? Oui, Ah, les deux. super. Donc on l'a voulu aussi kids friendly. Aussi, donc on peut y aller et trouver un espace pour biberonner, allaiter, changer son bébé, et des espaces accueillants pour les enfants, c'est-à-dire que là où les parents sont occupés à partager leurs pépites comme lieu sympa et accueillant avec leur bébé, leur enfant juste en dessous peut aussi s'amuser avec des aimants et s'occuper. Voilà, et c'est comme ça à différents endroits de l'expo. Donc en principe, ce sera vivant et accueillant. Voilà, les enfants auront des endroits où ils peuvent toucher, jouer, ça. etc. Ouais. Ça, c'est une bonne chose, parce que je crois que ce qui participe aussi parfois à l'isolement des parents, c'est cette société qui n'est pas forcément adaptée pour être avec des jeunes enfants, des bébés, parce qu'on a peur de déranger, parce que ça dérange, parce que c'est compliqué à ce niveau-là. Mais là, c'est OK. Voilà, donc si on le dénonce, on doit agir, quoi. On ne peut pas juste se contenter de le dénoncer. Donc on a été entier. Magnifique, Entière. magnifique. Ok, parfait. Alors, est-ce qu'il y a possibilité de vivre l'expérience de manière encore plus, on va dire, immersive, peut-être avec visite guidée ou des ateliers ou des choses comme ça? Oui, donc l'expo, elle se visite de manière indépendante et autonome si on le veut, mais nous, on est ravis d'accueillir des groupes de minimum 5 personnes. Et alors là, on fait une visite guidée, animée, interactive. Et c'est
d'autant plus riche pour nous parce que ça continue de participer à notre enrichissement sur le sujet, parce qu'en fait on considère qu'on est expert de rien, et même jusqu'à la fin du processus. Donc c'est toujours hyper intéressant d'avoir des regards croisés intergénérationnels, des professionnels, des étudiants, des futurs parents, et de vraiment avoir quelque chose d'assez global. Et donc les visites guidées participent aussi à ça, à cette récolte commune de vécu, d'expériences de terrain, du dernier livre qu'on a lu, de la dernière étude qui est sortie. Et ce qui est aussi hyper enrichissant, c'est que la Belgique étant cosmopolite, il y a toujours des gens de partout, et donc c'est aussi de croiser ces regards et d'avoir un regard aussi interculturel sur le postpartum. Donc les visites guidées, c'est ce qui nous importe d'autant plus. Donc finalement, qu'on soit professionnel qui gravite autour des parents, qu'on soit étudiant qui va potentiellement graviter autour des parents, qu'on soit futur parent et qu'on puisse y aller avec notre famille et justement faire passer des messages et exposer réellement quels vont être nos besoins et qu'est-ce que ça représente. Je pense qu'en réalité, ce serait vraiment important d'aller jusque-là et d'aller visiter cette exposition en masse, parce que ça a l'air d'être vraiment extraordinaire. Moi, ce qui m'a touchée aussi quand on a préparé cet épisode ensemble, vous avez parlé de quelque chose dont on ne parle pas souvent. Vous avez parlé de la grand-parentalité. Donc vous avez dit qu'il y avait aussi des ateliers qui étaient prévus pour ça, parce qu'en fait, dans le changement identitaire et dans les chamboulements qui existent, il y a les parents, le couple, etc. Mais en fait, il y a toute la lignée de ces parents, de ces nouveaux parents qui changent aussi. Et je pense qu'il y a encore plein d'enjeux aussi de la grande-parentalité. Vous avez pensé à eux parce que c'est venu dans les rencontres avec les parents, ou qu'est-ce qui vous a motivé à ça? Parce que moi, je trouve ça extraordinaire. Ah oui, c'est un peu un ensemble de choses. Mais donc l'atelier récit de vie et écriture sur la grand-parentalité, il sera animé par un de nos collègues du Ligueur, lui-même grand-parent, grand-père. Et ça faisait écho, c'était sa proposition, ça faisait écho à des témoignages de parents qui trouvent qu'il y a parfois un conflit générationnel, ou en tout cas on n'est pas raccord sur les attentes et les besoins. Mais donc c'est un atelier parmi toute une série d'autres activités, conférences, spectacles d'impro, ateliers d'arpentage. Et donc parce qu'on voulait proposer d'autres manières de mettre un pied dans le sujet, d'autres approches en fait, que chacun s'y retrouve. Il y a aussi des moments de témoignage et d'échange en petits groupes pour ceux qui le veulent. Donc oui, et par rapport à la grand-parentalité, ce qui revenait beaucoup dans les collectifs citoyens, c'est que les parents des jeunes parents sont encore actifs, et donc ce qu'on appelle un peu dans le jargon génération sandwich, et donc avoir besoin de ses parents pour des modes de garde, mais avoir ces mêmes parents qui sont encore pleinement actifs et qui n'ont pas ce temps. Et donc il y a des frustrations aussi structurelles et systémiques qui sont vécues par les parents par rapport à ça. Donc c'était aussi important pour nous d'inclure dans le paysage du postpartum des jeunes parents ses propres parents. Et puis au-delà de ça, il y a quand même effectivement un conflit générationnel, parce que les sciences humaines ont vraiment changé de visage aussi au fil des années. Et donc il y a dans le chef des parents d'aujourd'hui l'injonction qui pèse encore du parent, de la maman qui dit « mais moi à l'époque voilà, je me prenais pas la tête, t'étais encore vivante et ça s'est bien passé, et voilà, on faisait pas tout ça à mon époque et pourtant ça a été ». Et donc il y a aussi parfois ce grand décalage qui est vécu de part et d'autre. Et donc l'idée, c'était aussi de recréer du lien et des manières de réfléchir ensemble à la société aujourd'hui et ce qu'elle a été hier. Et donc voilà aussi tout le volet un peu plus historique dont on faisait mention dans un des autres espaces, sur finalement l'impact des sciences humaines, des sciences psychologiques et de la culpabilité qui pèse aujourd'hui sur les jeunes parents. En fait, on découvre de plus en plus de choses, et donc le parent se retrouve aussi parfois à pas savoir s'il doit aller à droite ou à gauche, au milieu ou en arrière. Et donc le parent, enfin le parent du parent qui dit mais arrête de te prendre la tête. Et donc c'est des injonctions qui viennent de systèmes différents et d'endroits différents, et qui parfois paralysent le parent
et qui augmente le sentiment aussi d'incompétence. Voilà. Ok, donc cette première exposition, de cette exposition a lieu à Liège, au B3. Comment est-ce qu'on trouve les informations justement sur les lieux où ça va être? Parce que vous m'avez parlé quand même de Chimay, de Namur, de Charleroi. Donc comment est-ce qu'on peut suivre l'itinérance de cette exposition, mais aussi pour s'inscrire à vos différents ateliers dont vous avez parlé là, que ce soit l'arpentage, le collage, l'écriture, les conférences, les spectacles, les cercles maman-bébé, etc. Enfin, il y a l'air d'avoir beaucoup de choses qui vont se mettre en place, mais du coup, comment est-ce qu'on peut réserver? Où est-ce qu'on trouve ces informations pour pouvoir le faire? Oui, alors il y a un site internet qui s'appelle Expo après naissance sans tabou. Si on tape ces mots-clés-là et Ligue des familles, on tombe dessus sans trop de problèmes. Et là, on trouve tout le programme. Donc la première étape à Liège, c'est du 9 mai au 7 juin. Ensuite, l'expo ira à Chimay au mois d'octobre. Et puis, elle sera à Charleroi en mars 2026 et à Namur en avril 2026. Chouette. Donc, de toute façon, pour être honnête, je vais mettre les liens dans la description de cet épisode. Donc, si jamais, il suffit d'aller dans la description et il y aura le lien qui sera cliquable. Et vous pourrez aller justement voir où est-ce que ça en est. Et en fonction du moment où vous écoutez cet épisode, ça sera peut-être à Liège, à Chimay, à Namur, à Charleroi ou peut-être encore ailleurs. Oui, parce que vous cherchez encore des lieux où vous allez pouvoir partager cette exposition. Donc, je rappelle que du bonheur, l'exposition sur la prénaissance sans tabou. Merci beaucoup Anne-Sophie, merci beaucoup Chloé pour ces échanges qui ont été vraiment ultra intéressants. Merci à la Ligue des familles d'avoir accepté que vous veniez partager sur le podcast de Sage-Femme Authentique. Continuons à parler de ça, continuons à valoriser et à mettre la lumière sur des parties comme ça de la parentalité qui sont encore un peu obscures, même si on en parle un petit peu. Merci à la Ligue des familles de faire cette avancée et je mettrai aussi le lien vers le site de la Ligue des familles pour ceux qui souhaiteront peut-être rejoindre la Ligue des familles et pouvoir continuer à aider aussi pour travailler, à œuvrer dans la communication mais aussi dans la politique, etc. etc. Merci beaucoup. Merci à toi.